Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Les acteurs politiques sont satisfaits de l'adoption du code électoral et l'ont réitéré à la faveur de la 9e session du comité de suivi de l'accord politique tenu ce mercredi à Conakry. La femme guinéenne à l'honneur. Nous sommes le 1er mars, premier jour du mois consacré à la promotion des droits de la femme. D'intenses activités sont prévues pour mettre en exergue la prouesse de la couche féminine. Comment améliorer la chaîne d'approvisionnement des médicaments en Afrique? La question réunie à Conakry, les responsables de l'ACAM venus de 21 pays du continent. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. Ce journal s'ouvre sur une série de décrets du président de la République. Décret D060 PRG portant nomination d'un conseiller chargé de la communication. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. M. Sékou Keïta, consultant en stratégie de communication à l'OMS Dakar, est nommé conseiller chargé de la communication du ministère de la Justice. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er mars 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2017-061 PRG SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office guinéen des chargeurs. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les personnes dont les noms et prénoms suivent sont nommées membres du conseil d'administration de l'Office guinéen des chargeurs. Président du conseil d'administration, M. Soriba Kaba, ancien ministre. Membre, Mamadouba Sankan, ancien directeur général du port autonome de Conakry. 2. Mamadou Selou Diallo, en service au ministère des Transports. 3. Général Toumani Sangaré, en service au ministère du Budget. 4. Bakary Silla, en service au ministère de l'Économie et des Finances. 5. Nestor Tongino, en service au ministère du Commerce. 6. Madame Aïssata Kamara, comptable en service à la Direction nationale des impôts. 7. Cheikh Fantamadi Kamara, Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. 8. Frédéric Bouzingué, Chambre des mines. 9. Louis Fabon Mara, enseignant. 10. Mamadou Bobo Yalo, Chambre nationale d'agriculture. Article 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er mars 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D062 2017 PRG SGG portant nomination de 2 cadres. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Alia Kamara, matricule 210-865L, secrétaire général chargé des affaires administratives de Dubrika, est nommé secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de la dite préfecture en remplacement de monsieur Younoussa Silla, muté. Article 2. Dr Abdraman Souma est nommé secrétaire général chargé des affaires administratives de Dubreka en remplacement de M. Alia Kamara, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 1er mars 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis ce communiqué du bureau de presse. Les responsables des organisations de presse et les journalistes accrédités auprès du bureau de presse de la présidence de la République sont conviés à prendre part au séminaire technique de la session spéciale initiative africaine pour les énergies renouvelables qui s'ouvrira ce jeudi 2 mars 2017 à l'hôtel Noum à Kaloum à partir de 8 h. Les badges d'accréditation seront retirés sur place. Le bureau de presse de la présidence de la République.
L'autre temps fort de cette édition, il était attendu, c'est maintenant officiel. Les résultats provisoires du recensement biométrique des étudiants des institutions supérieures publiques et privées de Conakry viennent d'être publiés. Plus de 45 000 étudiants fictifs sur un effectif total de 85 585. Ce résultat annonce déjà les couleurs des réformes en cours dans le secteur éducatif. Nous y reviendrons. Les acteurs politiques apprécient l'adoption du code électoral. C'est à la faveur de la 9e session du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016, tenue ce matin au Palais du Peuple ici à Conakry. L'adoption de ce code va permettre à la CENI de donner un chronogramme pour l'organisation des élections communales. Mohamed Amin Kamara signe ce reportage. Pour cette 9e session du comité de suivi de l'accord politique, les acteurs passent en revue les résultats obtenus lors des travaux des commissions techniques de travail. Ce traditionnel tour de table permet aux rapporteurs d'annoncer des avancées obtenues. Aujourd'hui, nous pouvons dérouler avec fierté les acquis du comité de suivi. La première des choses, nous avons obtenu, grâce à la bonne disponibilité du ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, la libération de tous les citoyens qui étaient appréhendés dans les mouvements politiques en 2013, à l'exception des crimes de sang. Aujourd'hui, 0 prisonnier. Le fichier qui devait être travaillé, audité, ce travail est achevé et le document est déposé à la CENI qui doit trouver, n'est-ce pas, par appel d'offres, ceux-là qui doivent travailler sur ce dossier. Ensuite, vous venez de suivre l'adoption à l'unanimité pour le Code des collectivités locales et aux 2/3 des députés pour le code électoral, 2 projets de loi que mon département a défendu à l'Assemblée nationale et dont les termes étaient contenus dans les recommandations du dialogue. Ces résultats rassurent les membres du comité de suivi, même s'ils rappellent leurs préoccupations quant à la non-participation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, aux travaux du comité de suivi. Au niveau de la CENI, il y a quelques petites difficultés, mais c'est lié à l'humeur des hommes. Je crois que là également, des recommandations ont été faites et le président du cadre de dialogue, le ministre Bourema, va s'atteler à rétablir le climat avec la CENI pour que nous puissions avancer. De la CENI, si elle ne vient pas pour travailler avec la sous-commission élection locale et le comité technique chargé du fichier, je crois que nous ne pourrons pas avancer. C'est ce qui fait que, sans vouloir exagérer, nous avons estimé qu'il fallait faire la proposition au président du comité de suivi de saisir, en tout cas, le Premier ministre. À l'unanimité, ces acteurs politiques affichent leur volonté à respecter les engagements pris pour l'application stricte des points de l'accord du 12 octobre 2016. 3 nouveaux visages font leur entrée au sein du gouvernement guinéen. Vous le savez déjà, 2 ont été déjà présentés. Le 3e est celui de Assiatou Baldé, nommé ministre de l'Environnement par le chef de l'État. Elle remplace ainsi Aya Christine Sagno. Mais qui est Assiatou Baldé? Mamadou Alpha Baldé dresse son portrait. Regardez. À 48 ans, Assiatou Baldé est la nouvelle patronne du département de l'environnement. Chef de cabinet du ministère depuis 2014, l'ancienne directrice générale du Fonds forestier national mesure la portée de sa mission à l'heure des enjeux climatiques mondiaux. Vous savez, à l'environnement, tout est prioritaire. Donc nous avons plusieurs objectifs dans notre lettre de mission. Donc, entre autres, la restauration des zones dégradées, la promotion de la gouvernance environnementale, la protection des ressources naturelles et le partenariat, le développement du partenariat avec tous les autres ministères sectoriels dans le cadre de la recherche de financement. L'environnement est un secteur transversal. La nouvelle ministre sollicite une synergie d'action et un travail d'équipe entre tous les acteurs concernés par la question.
que nous nous donnions la main pour relever ensemble la protection de l'environnement, qui est l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Titulaire d'un master en business administration de l'Université du District of Columbia à Washington DC, en 1994, elle décroche une maîtrise en économie d'entreprise à l'Université d'Abidjan. Assi Baldé a aussi une expérience professionnelle tant au niveau national qu'international. En Côte d'Ivoire, par exemple, elle a travaillé dans de nombreuses entreprises comme la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. À peine élu avec succès, le nouveau patron de la FEGIFOOTS a été officiellement installé dans ses fonctions cet après-midi. Antonio Soare, président de la FEGIFOOTS, a promis de changer le visage du football guinéen. Abdul Aziz Baldi a suivi la cérémonie. 24 heures après son accession à la plus haute instance du football guinéen, Antonio Soare est investi comme le nouveau patron de la Fédération guinéenne de football. Devant le ministère de tutelle et les membres du comité exécutif, l'élu décline ses ambitions pour le football guinéen. Je sais que ça ne serait pas facile. C'est un grand jour. Le jour où tout le monde va se mettre au travail pour que le football guinéen rayonne encore sur l'Afrique, rayonne en dehors de l'Afrique, pour qu'on puisse participer à des grandes compétitions, qu'on puisse écrire une page de l'histoire de notre football comme dans les années 70. Donc ça, c'est notre objectif. Satisfait de la transparence de l'élection d'hier, le ministre Siakabari invite le nouveau bureau à œuvrer pour le bonheur du football guinéen. Cette fédération a 5 missions essentielles. Mon oncle Antonio, ici présent, a eu à ébaucher certaines de ces missions. Ces missions ont pour nom la formation initiale des jeunes footballeurs. La deuxième mission, c'est la formation des formateurs. Il était déjà dans la tendance. La troisième mission qui incombe, c'est de doter notre football encore de textes réglementaires et de textes techniques qui puissent accompagner l'acte de bâtir une performance nouvelle pour notre football et une performance qui puisse nous hisser sur l'arène footballistique continentale et la même dit internationale. Élu pour un mandat de 4 ans, Antonio Soare et son équipe auront pour mission de diriger les destinées du football guinéen. Cette cérémonie d'investiture a été ponctuée par un cocktail suivi d'une prestation artistique. Premier jour du mois de mars consacré à la promotion des droits de la femme. La RTG se mobilise pour accompagner les femmes à travers une série de reportages, d'interviews et d'émissions ce soir. Nous vous proposons un reportage axé sur l'autonomisation des femmes. Kiernan Ousmane Diallo signe ce reportage. Dédié à la femme, le mois de mars est l'occasion pour les dirigeants de décliner leur politique de développement en faveur de la gente féminine. Le thème de cette année choisi par les Nations Unies porte sur l'autonomisation des femmes dans un monde du travail en mutation. En Guinée, ce thème est d'actualité avec le financement des activités génératrices de revenus et les actions de promotion de cette couche sociale. Les enjeux, c'est d'investir dans les femmes, c'est de responsabiliser les femmes, c'est de mettre les femmes au cœur des programmes et des politiques de développement. Et si nous parvenons à surmonter ces défis, je pense que le thème peut mieux nous servir. J'ai la conviction et la confiance que nous allons arriver au bout dans la mesure où le président de la République, le professeur Alpha Condé, a donné le ton en dédiant son mandat aux jeunes et aux femmes et en faisant plus en plus confiance à la femme guinéenne. On retrouve aujourd'hui cette femme ministre à de très hautes fonctions et des postes de souveraineté, mais aussi nous avons des femmes au niveau du secteur privé, au niveau des autres structures de l'État. Selon les statistiques, les femmes occupent 52% de la population guinéenne. Leur autonomisation devrait permettre de réduire la pauvreté. Des femmes autonomes, ça donne forcément le développement. Je ne dénigre pas les hommes, mais quand une femme a 10 francs, elle investit 8 francs dans sa famille. Et quand les familles sont développées, c'est la nation qui reste. Le mois de mars va être marqué par l'organisation de divers événements de promotion féminine. Un mois tout au long duquel la confiance va être cultivée chez les femmes,
pour entreprendre et valoriser leurs droits. Le 8 mars va particulièrement focaliser les attentions. Depuis 1977, c'est officiellement la Journée internationale des femmes. Dans le même registre, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et le leadership féminin, c'est le thème d'une formation qui se tient à Conakry. Elle regroupe plusieurs femmes leaders. Pendant 2 jours, les participantes vont identifier les problèmes liés à l'épanouissement de la couche féminine. Mabintila Kamara, Souma. Les stéréotypes sur le genre sont bien connus. En milieu professionnel, ils se révèlent nuisibles. Plusieurs femmes estiment que les préjugés sont un frein à leur carrière. On creuse, on analyse ce qui fait qu'il y ait une différence entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Donc on parle de la ségrégation sur le marché du travail, la ségrégation verticale, la ségrégation horizontale, on donne des exemples. Identifier et combattre les stéréotypes sur le genre sont les objectifs de cette formation. Pendant 2 jours, 25 femmes issues du secteur privé et public vont partager leur vision et expérience dans le milieu du travail. Il ne faut pas que ça reste juste une journée festive, il faut que ça soit marqué. Et pour que ça soit marqué, il faut que les femmes soient formées et informées sur leurs droits, sur leurs devoirs, pour arriver à faire une transformation personnelle qui va avoir une influence sur leur vie professionnelle. Voir la place de la femme aujourd'hui, voir comment aller de l'avant, voir comment enlever, au fait, briser toutes ces barrières-là et avancer. C'est pour moi un grand plaisir d'être là et une grande satisfaction. Ce séminaire donne le ton à la journée de la femme le 8 mars prochain. Durant tout le mois, plusieurs modules de formation sont prévus à Conakry et à l'intérieur du pays. Mabitila Isma, merci pour ce reportage. Hors de Conakry, à Sumbalako, dans la préfecture de Mamou, les paysans s'activent dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Cette année, l'Union du groupement agricole de Sumbalako a récolté une importante quantité de pommes de terre pour approvisionner le marché. Ablay Diallo s'est intéressé à la performance de ce groupement. Images et commentaires. Première activité du monde rural, l'agriculture est pratiquée par plus de la moitié de la population guinéenne. À Sumbalako, dans la préfecture de Mamou, par exemple, la culture de la pomme de terre est l'activité agricole qui domine la vie des paysans. Chaque année, l'Union du groupement agricole de Sumbalako récolte 100 de tonnes de pommes de terre. Magasin lesquels qu'on vient de visiter tout de suite, vous avez vu. C'est 1,5 hectare. 1,5 hectare, on a récolté il y a plus de 40 tonnes dans les magasins. Plus de 40 tonnes de pommes de terre. Et après ça, encore, il y a l'arrière-effet. On doit mettre le maïs. Après le maïs, le riz. On a 3 cultures par an. Aux côtés de l'Union évolue ce groupe de femmes qui exercent le maraîchage. Elles produisent des légumes et d'autres denrées destinées à la consommation locale. Nous avons tiré beaucoup de profit dans le maraîchage. Si avant on payait une aubergine à 500 francs guinéens, aujourd'hui tel n'est plus le cas grâce à la floraison de cette activité. L'une des préoccupations qui handicape cette activité ici demeure le problème d'aménagement des plaines, la conservation et la transformation des produits. La préfecture de Mamou a plus de 8000 hectares cultivables, mais c'est seulement 320 hectares qui sont aménagés. Puisque nous avons la terre qu'il faut, de pouvoir, au lieu d'importer à manger, nous sommes capables aujourd'hui de produire et de consommer ce que nous produisons. Si tout le pays pouvait faire comme ce que les agriculteurs de Sumbalako, c'est-à-dire l'Union des groupements de Sumbalako, est en train de faire actuellement, je crois qu'on n'aurait plus besoin d'une importation de produits alimentaires dans notre pays. Depuis 2011, à Sumbalako, comme dans la plupart des zones agricoles guinéennes, le rendement a nettement augmenté. Ce grâce au chef de l'État qui a décidé de faire de l'agriculture un véritable levier de développement.
On change de sujet. Ouverture ce mercredi à Conakry de la 19e Assemblée Générale de l'Association des centrales d'achat de médicaments essentiels, ACAM. Durant 3 jours, les délégués venus de 21 pays africains vont discuter des questions liées à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des médicaments de qualité. Sori de Kera campe l'événement. Ils sont venus des 21 pays membres de l'Association des centrales d'achat de médicaments essentiels du continent. Ces responsables des structures pharmaceutiques nationales se retrouvent pour la 19e fois depuis la création de l'ACAM en 1996. 20 ans après leur création, quelle stratégie les centrales d'achat doivent-elles adopter pour renforcer la disponibilité et l'accès aux médicaments essentiels? C'est le thème de cette dernière assemblée. Et le ministère a des priorités. Parmi ces priorités, il y a assurer une disponibilité continue et régulière de produits de qualité au niveau des formations sanitaires. Cela passe forcément par une centrale d'achat efficace, effective, donc qui accomplit sa mission qui est celle d'achat, d'entreposage et de distribution. Et à côté de la centrale d'achat, un système de distribution effectif. Pour nous, la centrale d'achat et tout ce qui touche les centrales d'achat constitue vraiment une priorité dans le renforcement du système de santé de la République de Guinée. Parmi toutes les thématiques débattues lors de la rencontre de Conakry, la révision statutaire était au centre des échanges. Une révision qui pourrait permettre à la pharmacie centrale de Guinée d'assurer une disponibilité constante de médicaments dans les formations sanitaires et accessibles à tous. La pharmacie centrale est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qui du coup constitue un frein de collaboration avec certains partenaires. Actuellement, les partenaires qui travaillent avec nous, ils achètent les médicaments, ils disponibilisent au niveau de la pharmacie centrale de Guinée. Nous nous occupons du stockage et de la distribution. Jusqu'au niveau des structures, ça, ce sont les médicaments qui sont sous financement. Ils ne peuvent pas injecter de l'argent dans le capital de la pharmacie centrale de Guinée. Quand il y aura un changement statutaire, ça sera 3 groupes. Il y aura les partenaires d'un côté, les consommateurs de l'autre côté et l'État. Les 3 vont constituer les actionnaires de la pharmacie centrale de Guinée. Il n'y aura pas la redistribution des dividendes parce que ce ne sera pas une entreprise commerciale. Mais l'avantage, c'est que l'argent que les partenaires utilisent aujourd'hui pour acheter des médicaments, cet argent va être multiplié, mais à la disposition de la centrale d'achat pour acheter tous les médicaments. Contrairement aux précédentes assemblées générales de l'ACAM, l'édition de Conakry est couplée des 2e journées pharmaceutiques nationales. Les 21 pays membres ont procédé à l'inventaire des actions prioritaires à réaliser dans les 5 prochaines années à travers un plan stratégique. Nous sommes très contents que les plus hautes autorités du ministère de la Santé sont un œil très regardant sur la centrale, dont nous sommes persuadés que, à l'issue bien sûr de cette 19e assemblée, ça sera un très fort ton qui sera marqué. Et donc le rendez-vous de Conakry est un rendez-vous très important dans la vie de l'ACAM. La 21e assemblée de l'ACAM, c'est aussi la présence de certains pays partenaires du secteur pharmaceutique africain. Une occasion pour les fournisseurs privés de médicaments d'exposer leurs produits à ce parterre de spécialistes venus du continent et du reste du monde. En plus bref, le ministère de la Communication bénéficie d'un lot de matériel technique, des matériels offerts par l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour appuyer les 2 RTG dans la collecte et le traitement de l'information, notamment de la riposte contre les épidémies. Lancement à Conakry de la campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida. L'opération est initiée par l'Agence guinéenne pour le bien-être familial en partenariat avec le PSI. La démarche vise à encourager les populations à connaître leur état sérologique. C'est un reportage de ça à Maratono. Depuis 8 heures, Néné Aïbayo sillonne le quartier Kaporo. Munie de sa boîte à images, elle explique aux citoyens de cette localité les modes de transmission du VIH-Sida. Les méthodes de prévention et l'importance du dépistage sont aussi à l'ordre du jour des messages de Néné Aï. Nous les expliquons la différence entre une personne infectée du sida et quand une personne a réellement la maladie. Et quand est-ce qu'il faut faire la différence entre la contamination, les modes de prévention et surtout l'importance du test de dépistage. C'est ça réellement notre objectif. Nous les expliquons comment et quand il faut faire le test de dépistage qui est volontaire, confidentiel et anonyme. Cette opération de sensibilisation est initiée par l'Association guinéenne pour le bien-être familial. La campagne mobilise une centaine de jeunes.
Face aux responsables des services de santé et leurs partenaires, ces jeunes expliquent la nécessité du dépistage précoce. À travers toutes les connaissances que nous avons pu acquérir jusqu'à maintenant, je pense qu'il est vraiment important de faire son test de dépistage. Parce que je me dis que connaître son statut sérologique permet à tout le monde de mieux se positionner, de mieux se préparer et de mieux s'organiser de façon sociale. J'étais tellement impressionné par le nombre de gens, par l'enthousiasme de tous ces jeunes, par l'ambiance et par vraiment leur volonté de se faire dépister. Vraiment, je suis content et je suis impressionné. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre sur 5 jours. Elle couvrira les 5 communes de Conakry avant de s'étendre aux autres 7 régions administratives du pays. 4 mois après une intervention chirurgicale, Fatoumata Batoulisso continue de vivre des moments de douleur intense. La patiente souffre d'un cancer de sein. Son état actuel nécessite une évacuation sanitaire. Faute de moyens, Fatoumata Batoulisso appelle à la générosité des bonnes volontés. Valérie Manet lance un SOS. Mais attention, les images sont insoutenables. Depuis une année, Fatoumata Batoulisso, la trentaine, souffre d'un cancer de sein de type T4D ou carcinome inflammatoire. Le cancer est une pathologie dont les causes sont encore peu connues en Guinée. Cette maladie représente l'une des premières causes de mortalité chez les femmes. S'il y avait une étiologie précise du cancer du sein, là on pouvait peut-être, en fonction des études, trouver un moyen pour stopper. Mais il n'y a pas d'étiologie précise, ce n'est que des facteurs étiologiques qu'on a pour le moment. Admise à l'hôpital national Ignace Dine il y a à peine 4 mois, Fatoumata Batouli a subi une première intervention chirurgicale. L'opération lui a ôté sa glande mammaire droite. À ce stade, l'évolution de la maladie nécessite la radiothérapie pour tenter de sauver sa vie. Il faut en règle normale une radiothérapie, quelque chose qui n'existe pas chez nous ici. Il faut une évacuation puisque ça n'existe pas, la radio n'existe pas chez nous. La radiothérapie bien conduite prolonge la durée de vie. Dans son calvaire, Fatoumata Batoulisso sollicite le soutien des bonnes volontés pour lui permettre d'obtenir des soins appropriés pour sa santé. J'ai longtemps souffert. C'est pourquoi je suis venue solliciter un soutien afin de sauver ma vie. En attendant l'obtention des moyens pour son évacuation, la patiente continue de bénéficier du soutien de ses médecins traitants qui lui administrent des antalgiques afin de calmer la douleur et la mastectomie de propriété pour lui donner le minimum de confort. Fatoumata Batoulisso est mariée et mère de 5 enfants. Voilà, secours d'urgence pour Fatoumata Batoulisso. Sport, avec la deuxième journée de la CAN des moins de 20 ans en Zambie. Ce mercredi, le Sili Junior a fait match nul, un but partout face au Pharaon d'Égypte, mais le Sili a eu plusieurs occasions de but sans succès. De Zambie, voici le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Mohamed Pati Kamara, Kadietou Traoré. Dans cette deuxième sortie entre le Sili et les Pharaons, c'est les Guinéens qui ont fait le jeu et se sont créés 2 occasions nettes de but. Malheureusement, la bande à Mohamed Dide Kamara n'a pas été lucide devant les buts gardés par Mohamed Gandour. Contre toute attente, Moustapha Mohamed ouvre le score pour l'Égypte à la 34e minute. Le Sili accentuera la pression jusqu'à la fin des premières 45 minutes sans pouvoir égaliser. 1-0 pour les Pharaons juniors et le score à la pause. À la reprise, les Guinéens accentueront le pressing. Les 90% de la deuxième période se sont joués dans le camp égyptien. À la 77e minute, Yamoudou Touré égalise pour le Sili. Et par la même occasion, fut élu l'homme du match. Les changements apportés par rapport au premier match, c'était des changements judicieux. On a vu dans le match que ces changements nous ont apporté beaucoup de choses, surtout la présence au niveau de la finition. Et puis, il nous a manqué, surtout au niveau des derniers gestes. Moi, je pense bien qu'à ce niveau, je pense qu'on ne va pas regretter le fait qu'on a fait match nul contre l'Égypte cet après-midi. La qualification, elle n'est pas gâtée pour le moment. D'autant plus qu'on n'a pas perdu cet après-midi. Si on avait perdu déjà, c'était fini pour nous. Dans cette poule A, rien n'est encore joué.
Conakry. Mars débute le carême chrétien, vous le savez certainement, 40 jours de jeûne, de prière, d'aumône et surtout l'altruisme. À l'entame de ces rituels, le premier responsable de l'Église catholique s'est adressé aux fidèles pour signifier l'importance du carême. Monseigneur Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry, au micro de Marie-Angélique Bangoura. Le carême est un cheminement qui nous invite à une plus grande attention à la parole de Dieu, à la prière, à la conversion de notre cœur, au jeûne et à l'aumône. Et cette grande attention doit nous conduire à l'action. Le carême est un temps propice où les chrétiens doivent se préparer à célébrer et à revivre dans la foi le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Par conséquent, nous devons comprendre qu'avec l'institution du temps de carême, l'Église, notre mère, entend éduquer tous les chrétiens à participer et à vivre plus intensément la liturgie, qui est un des thèmes de notre année pastorale. Elle voudrait que pendant le carême, tous les chrétiens consacrent plus de temps à la prière, à l'examen de conscience, en vue surtout du sacrement de la réconciliation, à la méditation de la parole de Dieu, au partage, à la pénitence et à la recherche d'une relation juste basée essentiellement sur l'amour du prochain. Et puis, carême chrétien, prière pour la paix du cœur. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.